Moi, c'est un petit peu l'objectif tous les matins quand je me réveille, c'est de savoir qu'est-ce que je vais lui préparer de sympa pour pas que le soir il arrive et que ce soit plateau télé et dodo, quoi. Dans leur couple, la sexualité a toujours été primordiale. Vous avez des rapports sexuels plusieurs fois par jour? Ah oui, jusqu'à 3 fois par jour. On utilise plein d'accessoires, on laisse libre cours à nos fantasmes. Certaines histoires reposent même essentiellement sur une alchimie physique. Quand on se voit, je vais pas mentir, on se saute dessus, quoi. C'est vraiment physique, on peut tout oser et on peut réaliser tous nos fantasmes. On couche ensemble, mais à côté de ça, on fait pas des sorties, ce que ferait un couple. Mais est-ce vraiment suffisant? Au départ, on est tombé d'accord, c'est du sexe pour du sexe, rien de plus. Mais entre-temps, c'est sûr, on s'est rapprochés et la relation, elle a évolué. Je sentais que mes gestes étaient beaucoup plus tendres, je regardais différemment. J'ai pris toutes mes affaires et j'habitais avec lui. Une relation peut-elle être purement physique? C'est le premier volet de notre semaine spéciale consacrée à l'intimité au sein du couple. D'être présente sur ce plateau. Nous vous proposons aujourd'hui le premier volet de notre semaine spéciale consacrée à l'intimité dans le couple. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Vous allez nous expliquer, Frédéric, pourquoi la rédaction a décidé de s'intéresser à ce thème. En quoi la sexualité est-elle un ingrédient qui a toute son importance dans une relation ? Eh bien parce qu'en fait, la sexualité, c'est un élément fondamental de la manière d'exprimer ses sentiments. Aujourd'hui, l'amour, c'est la valeur fondamentale du couple. Avant, le couple se fondait plus sur des valeurs traditionnelles, de constitution, d'un mariage, d'un patrimoine, d'une famille. Aujourd'hui, vraiment, l'amour et la sexualité, son corollaire de la sexualité, c'est vraiment ce qui fonde le couple. Et ce qui constitue d'ailleurs un motif de consultation très important, parce qu'aujourd'hui, quand cet aspect-là du couple est fragilisé, ça fragilise durablement le couple. Mais la sexualité, c'est vivant, ça évolue en fonction de la vie du couple, ça se parle, on se parle au cœur du sexe, c'est important. Et en fait, c'est ça aussi qui crée l'intimité, la capacité à parler de sexe, à faire évoluer, à dire les choses dont on a envie, à écouter son partenaire, à aussi dire ses difficultés sexuelles à un moment donné. Donc tout ça, c'est un ingrédient de... Pour moi, le ciment du couple, c'est pas la sexualité, c'est l'intimité. Alors, vous avez l'air de dire tout ça naturellement, mais c'est pas aussi simple dans la vraie vie. Et il y a quand même pas mal de couples qui n'en parlent pas. Tout ça à reste fait. un sujet extrêmement tabou. Les femmes que je reçois aujourd'hui vivent une histoire intense, basée sur une parfaite entente sexuelle. Mais une relation peut-elle être justement là, purement physique ? Sans rien d'autre? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre tout au long de notre émission. Et pour aider nos invités à y voir plus clair, Frédéric Farigou, justement, notre psychothérapeute de couple, nous apportera ses conseils. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Françoise ainsi que Magali qui viendront partager avec nous la suite de leur histoire. Mais d'abord, ouvrons notre première partie. Un désir brûlant. Et nous allons nous intéresser au témoignage de Sandrine. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous partagez la vie de David depuis maintenant 2 ans. Est-ce excessif de dire que la sexualité est le ciment de votre couple? Non, non, absolument pas. Ça fait partie de 90% de la réussite, je pense, de notre couple. C'est réellement le ciment de notre couple. C'est nouveau pour vous? Oui. Vous n'aviez jamais connu ça auparavant? Pas pareil. Alors, on va remonter quelques années en arrière. Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre avec David? Ma première rencontre avec David, c'était dans le contexte professionnel. Nous avions des relations de clients à fournisseurs et j'étais dans un autre état d'esprit. J'étais dans mon rôle de professionnel, dans mon rôle de mère. J'avais un physique différent, j'avais 45 kilos de plus. Et la première fois, voilà, c'était un client et rien de plus, quoi. Donc vous étiez mariée depuis combien de temps quand vous l'avez rencontré?
Oh, je vivais depuis déjà presque 20 ans avec le père de mon fils. Donc vous avez décidé de vous séparer de votre mari. Ça avait un lien avec cette rencontre ou pas du tout? Non, pas du tout à la base. Un jour, je me suis réveillée de mon rôle de maman. J'ai fait un gros travail sur moi-même par rapport à mon poids. Et à partir de là, je crois que j'ai fait ma crise de la quarantaine un petit peu avant. Et puis, je me suis rapprochée tout naturellement de David. Et, voilà, ça s'est fait petit à petit. Bon. Petit à petit, il y avait quoi? Une attirance forte entre vous? Oui, on était de plus en plus proches dans nos relations de travail. On est passé un peu plus amis, on se confiait un peu plus. Et l'attirance s'est fait, on va dire, tout à fait naturellement. Qu'est-ce que vous entendez par crise de la quarantaine? Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là? Dans la mesure où j'avais perdu beaucoup de poids. Vous avez perdu du poids parce que vous avez subi une intervention chirurgicale? Ouais, ou... j'ai été opérée de la thyroïde suite à une longue maladie. Puis j'ai fait du sport, énormément de sport. Puis à partir de là, comme mon image changeait, que je pouvais remettre... je suis passée d'un 44 à un 36, donc je sortais beaucoup, je m'amusais beaucoup. Mon regard sur moi changeait, le regard des autres aussi changeait. J'avais envie de plaire. Je m'habillais de façon différente, beaucoup plus sexy, on va dire. Et puis voilà, on s'est rapprochés tout naturellement, quoi. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas que des liens d'amitié peut-être entre nous et que l'attirance était sans doute de plus en plus forte. À quel moment avez-vous vraiment cédé à la tentation? Un soir après un repas en clientèle, on est sortis et puis on a passé une soirée fort agréable, à bien s'amuser. Et puis tout d'un coup, de façon très mignonne, David m'a dit que j'avais quelque chose au coin de l'œil et moi, naïvement, j'ai fermé les yeux, il m'a embrassée. Et le baiser était bon? Et le baiser était bon. La première fois a eu lieu dans la foulée? Non, la première fois, je l'ai fait patienter un petit peu. Ça a duré... je l'ai fait patienter 2 mois, je l'ai fait un petit peu marner. Et pourquoi vous avez attendu 2 mois? Parce que je ne savais peut-être pas trop où on allait. Vous aviez peur un peu, peut-être? Ah, peut-être. Hein? Peut-être un petit peu peur aussi. Ouais. Ouais. Bon, quel souvenir gardez-vous de cette première fois avec Génial. lui? Génial parce que première fois, parce que découverte de l'un de l'autre, parce que épanouissement tout simplement, parce que moi je découvrais quelque chose de nouveau et que c'était c'était génial. Même âge que vous? Non, David a 10 ans de moins que moi. Après cette nuit intense, vous étiez dans quel état d'esprit? Bien, totalement bien. J'étais complètement épanouie. J'avais envie d'être de plus en plus sexy pour lui, de lui plaire au quotidien, de lui faire plein de petites choses pour qu'il reste avec moi. Après, comme tout début de relation, on ne sait pas vraiment où ça va nous amener, quoi. On ne sait pas si c'est une relation d'un jour ou si c'est le début d'une grande histoire. Mais bon, on essaye de tout faire pour que ça le devienne. Donc vous êtes finalement lancé dans cette relation avec David, une histoire pleine d'expériences inédites. Oui. Nous avez-vous confié? C'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes vraiment libérée dans votre sexualité? Oui, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, je m'autorise, ou même on s'autorise au quotidien des choses, pour moi, qui n'existaient pas dans ma relation d'avant. On utilise plein d'accessoires, on laisse libre cours à nos fantasmes, on se parle beaucoup de nos envies, de nos fantasmes. Je m'habille de plus en plus sexy, j'essaye d'être tous les jours... d'inventer des choses tous les jours pour le surprendre. Qui a initié ça? C'est lui qui a été en demande de ce type de relation? Je pense que c'est tous les deux, pour ne pas laisser s'installer une certaine routine. Je pense qu'on a eu besoin tous les deux de mettre des choses en avant, des choses pour se séduire tous les jours, pour pas que ça devienne... Donc ça veut dire que vous avez des rapports sexuels plusieurs fois par jour? Ah oui, jusqu'à 3 fois par jour. Il n'y a pas une surenchère quand on commence à utiliser des accessoires, des trucs un peu farfelus? Non, absolument pas. Je pense que justement, c'est... il y a tous les jours des nouveautés, il y a plein de choses à faire au niveau de la sexualité, quoi. C'est pas juste le samedi soir après 22h qu'un couple se couche et fait l'amour. C'est tous les jours découvrir de nouveaux plaisirs, de nouvelles expériences, de nouveaux fantasmes. Moi, c'est un petit peu l'objectif tous les matins quand je me réveille, c'est de savoir qu'est-ce que je vais lui faire justement de nouveau. Qu'est-ce que je vais lui préparer de sympa pour justement pas que le soir il arrive et que ce soit plateau télé et dodo, quoi.
Qu'est-ce que vous faites comme surprise? Comme surprise, souvent ils rentrent le soir, il y a un apéritif aux chandelles, il y a un bain un peu romantique, il y a des tenues sexy. Ouais, le plus souvent c'est ça. Quand il arrive le soir, je suis en tenue plus sexy que la journée. Et il n'y a pas des enfants au milieu de tout ça? Les enfants, on a un enfant chacun et on les a à mi-temps. Bon, donc vous vous débrouillez pendant l'absence des enfants, Pendant l'absence des enfants, ou quand les enfants sont couchés, il n'y a pas de problème. Les enfants, ça se couche tôt, ça va à l'école. Donc à partir de 21h, c'est à nous, c'est notre moment à nous. Et à ce moment-là, on fait preuve de toute l'imagination qu'on a eue dans la journée pour tout mettre en place, oui. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça peut... Ouais. Il y a un moment privilégié que j'adore, moi, dans l'année, à faire de surprise à David, c'est au moment des fêtes. Ouais. Alors, au moment des fêtes, vous savez que tous les enfants attendent impatiemment le Père Noël et que pour attendre le Père Noël, ils ont un calendrier de l'Avent. David a son calendrier aussi de l'Avent tous les ans. Donc, à chaque jour, il ouvre son petit tiroir et il a une petite énigme. Et là, il doit découvrir au fil de la journée quel personnage va venir le retrouver le soir. Donc, ça peut commencer par le renne, la bûche de Noël, l'ours polaire. Et quand vous vous déguisez tous les soirs? Ouais, tous les soirs. Alors, vous avez un costume de reine? J'ai un costume de reine. Le renne, c'est facile. Hein. Le renne, c'est le seul investissement qu'il vous faut, c'est un serre-tête avec des cornes de reine, mais ça, on en trouve tout le temps à Noël. Puis un gilet avec des poils, et puis un nez rouge qui clignote, et une tenue sexy, et vous avez un renne. Voilà le renne. Et lui, de son côté, il vous réserve ce genre de surprise aussi? Ouais, aussi, oui. Dis donc, vous devez avoir un gros dressing, hein, tous les deux. Ça doit prendre de la place, hein, tout ça. Bon, donc il fait pareil de son côté. Il ne fait pas le calendrier de l'Avent, mais oui, il a des attentions envers moi, oui, bien sûr. Alors, cela fait aujourd'hui un peu plus de 2 ans que vous êtes en couple. Et le moins que l'on puisse dire, c'est donc, entre vous, ça a l'air plutôt fusionnel. Ah oui, totalement. Bon. À quel point est-ce difficile de vous passer de la présence physique l'un de l'autre? On a déjà pour habitude de se voir 10 fois par jour, mais lorsqu'on est éloigné l'un de l'autre, c'est vrai que on va s'appeler 15 fois par jour, on va s'envoyer des SMS, heureusement qu'on a un forfait illimité, et des photos, des sextos, bien sûr. Des sextos? Oui, des sextos. C'est quoi des sextos? C'est des textos un peu coquins, avec des photos à l'appui, ouais. D'accord. Est-ce que vous vous parlez de vos fantasmes au téléphone? Oui. Vous avez dit en tout cas? Oui, souvent le soir, avant d'aller au lit, on parle de nos fantasmes au téléphone. Oui. Est-ce qu'un jour, vous auriez imaginé être là, devant moi, à nous raconter ce genre de choses? À parler sexualité à la télé? Ouais. Non, jamais. Ouais. Jamais. Jamais vous n'auriez pu imaginer? Non. Alors, grâce à cette parfaite alchimie dans votre intimité, vous êtes aujourd'hui une femme épanouie, ça se voit, aux côtés de David. Vous avez même décidé de vous reconvertir dans un domaine professionnel un peu particulier. C'est ce que nous allons découvrir en images. Du piment sous la couette, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Et si vous voulez réagir en direct, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Twitter ou sur Facebook. 10h du matin, comme tous les jours, Sandrine se rend dans sa boutique. Un commerce qui n'est pas banal. À l'intérieur, de la lingerie fine, des huiles de massage et des objets érotiques. C'est un love shop. Sandrine a ouvert ce magasin avec son petit ami. Avec David, mon compagnon, nous avons réfléchi à plusieurs projets qui pourraient être amenés à nous satisfaire. Et nous sommes tous les deux tombés d'accord sur l'univers du sexy chic, donc de l'ouverture du Love Shop, parce qu'il nous correspondait pleinement. On a recréé un univers qui me correspond, un univers tout en glamour et en sensualité. Je pense que je m'y retrouve au quotidien et que je m'éclate tous les jours. Ici, la plupart des clients sont réguliers. Coucou! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Aujourd'hui, c'est Christelle qui vient demander conseil à Sandrine. J'ai reçu plein de petites nouveautés. Ouais. Tu veux les voir? Bah oui, avec plaisir. Je suis venue pour ça. Ah ouais? Bah oui. Quelque chose en prévision? Ouais, c'est l'anniversaire de mon homme bientôt. Là. Ah, alors viens voir, j'ai ce qu'il te faut. Moi, je te verrais bien ou dans du noir ou dans du bicolore, comme ça. Mais le noir, j'en ai beaucoup. Moi, j'aimerais... Tu vois, je te vois bien là-dessus. Si je regarde. Le dernier que je t'ai acheté, c'est celui avec les genres de petites fleurs. Celui-là, là.
Tu sais, avec qui il y avait la grande culotte là, qui montait jusque-là. Ah oui, que j'avais appris. celui-là, là. Ouais, celui qui est là-bas. Ouais. Et alors? Nickel. Il n'y a plus? Oui. Tu vois qu'il était chouette. Bah ouais. Sandrine conseille très bien et elle connaît bien ses clients. En discutant, elle arrive très vite à cerner les gens et à savoir vers quel produit, vers quelle lingerie nous amener pour que ça nous plaise et qu'on se sente bien. Elle est faite pour ça, c'est évident. Je te souhaite de passer une superbe soirée. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Au même moment, de l'autre côté de la ville, David, le compagnon de Sandrine, démarre sa séance de sport. Salut David. Salut David. Comment tu vas? Allez, tu me fais une série de 10. Je crois que je suis un calme, quoi. Oui. Il s'entraîne 3 fois par semaine avec un coach sportif. Descends bien. Hop, sur la poitrine. Allez, on inspire. Allez, expiration. Voilà, parfait. Pour lui, être épanoui avec Sandrine dans l'intimité passe par un physique irréprochable. Ok. Ce que m'apporte le sport dans ma vie de couple, c'est d'avoir de jolies formes et dans son regard, il me semble que je suis plus attirant. J'ai réellement besoin d'avoir une complicité avec ma partenaire. C'est un plaisir tout simple que si on s'en prive, je trouve ça dommage. On en a réellement besoin. Enfin, moi, j'en ai vraiment besoin. Pendant que son compagnon termine sa séance de sport, Sandrine en profite pour lui préparer une surprise. Qu'est-ce qu'il te faut de beau? J'aurais voulu des pétales de rose. Des pétales de rose. De quelle couleur te les faut? J'aurais aimé rouge. Oui. Et rose, s'il te plaît. Et rose. Allez, c'est parti, on y va. Merci. Tu prépares de beau? Une surprise à David. Ah. Le secret de leur épanouissement sexuel, c'est aussi savoir redoubler d'imagination pour faire plaisir à l'autre. Toutes ces petites attentions que j'ai envers David favorisent et développent notre vie intime dans la mesure où il y a toute une atmosphère de séduction, de jeu qui contribue aussi à agrémenter notre soirée et à développer notre envie d'une relation plus charnelle. Bon, mais j'espère que ça sera une belle surprise. Ouais, j'espère aussi. Encore une? Encore une. Encore une, car ici, tout le monde semble savoir que Sandrine et son compagnon sont particulièrement épanouis. Arrivée chez elle, Sandrine prépare une ambiance romantique. Une bougie parfumée, quelques pétales de rose et un peu de mousse. Sandrine a l'art de transformer un bain classique en un lieu érotique. Coucou chérie. Coucou. Voilà. Dans ce couple, les relations charnelles, on les vit et on en parle librement. Je pense que la sexualité est très très importante dans notre couple parce que c'est un moment où on se fait plaisir, où on fait plaisir à l'autre. C'est un moment aussi privilégié où on se retrouve que tous les deux dans notre bulle et c'est quelque chose qui nous fait plaisir à tous les deux et qui nous soude. Et ce soir, leur bulle, ce sera donc la salle de bain. Ta-dam! Oh, c'est joli. Merci ma chérie. Mais pour nous, cette belle histoire s'arrêtera là. Bonjour David. Alors vous avez rejoint pendant la diffusion du reportage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites tout pour ne pas laisser la routine s'installer dans votre couple. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ce mode de vie? C'est le fait de rentrer, de voir son sourire, d'avoir envie de rentrer, c'est important. Et je sais très bien qu'une soirée ne va pas ressembler à une autre. C'est toujours la... Il paraît que vous avez, vous aussi, quelques exigences, justement, pour entretenir la flamme. Pour vous, par exemple, le tue-l'amour, ce serait quoi? Les bigoudis, le pyjama, c'est des tue-l'amour, oui, si on veut. Enfin, on essaye d'avoir une harmonie qui ne rentre pas là-dedans, quoi. On a l'impression que c'est quand même du boulot, hein, que, par exemple, on peut se projeter en se disant si on a un travail prenant, on n'a pas forcément le temps de penser à tout ça. Vous pensez qu'on peut, si on en a envie, toujours trouver le temps de faire? Oui, il faut presque rien. Il y a... en sortant du bureau, les fleuristes, ça ferme à 20h, quoi. Donc vous avez le temps d'aller chercher une pétale de rose et de faire autre chose que d'un bain classique. Ne serait-ce que prendre un bain tous les deux, tous les jours, c'est plus intéressant que chacun allait se doucher avant de se coucher, quoi.
Simplement, il faut faire attention à ce type de relation parce que la libido, ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est fragile. Je veux dire, ça dépend aussi, il y a des événements extérieurs qui peuvent nous fragiliser quand on rencontre des difficultés, une maladie, et il peut arriver un moment que le désir baisse. Et quid de la relation dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'une relation basée sur le sexe, où on ne partage que cet émotionnel-là, comment on fait pour affronter les difficultés ensemble quand il n'y a pas ce partage-là? Et puis un couple qui dure ne dure pas que grâce à la sexualité. Vous êtes d'accord? Oui. Vous avez des projets tous les deux de construction? Oui. Normalement, on va se marier le 2 août, là, oui. Des projets d'enfants ensemble? Non. Enfant, non. Ça, c'est un choix qu'on a fait. On a chacun un enfant et c'est purement égoïste, ce qu'on va dire, mais... On a une semaine sur 2 où on les a pas, quoi. Voilà, on a une semaine sur 2 où on joue notre rôle de parents et une semaine qui est à nous. Et je pense que ça fait l'équilibre. Moi, je trouve que c'est un choix qui est tout à fait respectable. Voilà. C'est le mode de vie. En fait, votre sexualité, c'est quasiment un mode de vie. C'est plus qu'un jeu. Vous disiez, oui, c'est un jeu, mais c'est une manière de vivre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tous les deux? 2 ans et demi. Combien? 2 ans et demi. Et aucune lassitude? Aucune. Nous allons faire à présent la connaissance de Constance. Constance, tout va bien? Oui. Vous êtes une toute jeune femme puisque vous avez 18 ans, mais votre vie amoureuse est déjà complexe. Dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? Une situation assez compliquée. C'est-à-dire? J'ai rencontré donc quelqu'un et on se voit... Enfin non, c'est même pas compliqué, c'est juste un sex friend. Un sex friend? C'est-à-dire que vous avez des relations sexuelles avec lui, mais il n'y a pas de sentiments? Non. Bon. C'était un copain à vous? Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Et... Du même âge? Un peu plus âgé. Dans quelles circonstances avez-vous croisé son chemin? C'était l'été dernier. Je sortais d'une relation compliquée, donc je sortais plus trop. Et un soir, j'ai décidé de sortir et voilà, c'est fait naturellement. Alors pourquoi vous dites que c'est une relation compliquée? Parce que ça ne vous satisfait pas? Ben, aujourd'hui, j'arrive au stade où peut-être que j'envisagerai plus. Ah, c'est-à-dire que peut-être que vous commencez à nourrir quelques sentiments. Ouais. C'est ça? Et lui ne veut pas entendre parler? Non, c'est le contraire. C'est moi qui le rejette. Vous avez peur? Oui. Bon, alors comment ça se passe? Donc, vous avez rencontré cet inconnu. Est-ce que vous avez eu des nouvelles rapidement de lui? Oui, on s'est rencontrés un soir et quelques semaines après, j'ai repris contact avec lui pour une sortie entre amis. Ouais. Et depuis, à la fin de la soirée, enfin, on avait parlé toute la soirée, ça se passait bien et il m'a embrassée. Après plusieurs heures, il m'a embrassée et c'était bizarre. Bon, et finalement, vous avez eu une relation sexuelle? Non, pas tout de suite. Bon. Mais c'est arrivé quelques semaines après, ouais. D'accord. Alors, donc après cette première fois où vous vous êtes sentis bien dans ses bras, vous avez décidé de passer un accord tous les deux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que c'était du sexe pour du sexe et qu'il n'y aurait rien de plus. On ne voulait pas entendre parler de sentiments. Pourquoi? Vous étiez déçus tous les deux? Vous sortiez voilà, tous les deux on sortait tous les deux de relations longues et compliquées. Et on ne voulait pas entendre parler de sentiments, de couple. Et... Ça se traduit comment? On couche ensemble, mais à côté de ça, on ne fait pas des sorties. Enfin, ce que ferait un couple. On ne fait pas de sorties, pas de... Vous ne vous sentez pas engagés l'un envers l'autre? Non. Vous avez des relations sexuelles tous les combien? Plusieurs fois par semaine? 3 fois par semaine. Ouais. Chez l'un ou chez l'autre. Et... Est-ce qu'il vous arrive d'attendre son coup de fil? Non. Vous n'êtes jamais en manque? Non, il me donne des nouvelles, tant mieux. Il ne m'en donne pas, tant pis. Jamais en demande? Bah si, parce que j'ai quand même aussi des envies. Donc, en fait, c'est en fonction de nos disponibilités. Est-ce que vous parlez beaucoup tous les deux? Énormément. On parle, on s'envoie des textos, mais on ne se voit pas et ça ne nous gêne pas. Et quand on se voit, ben, je vais pas mentir, on se saute dessus, quoi. Il vous a fait des déclarations?
Récemment, oui. Il vous a dit quoi? Que le sexe, c'était bien, mais qu'à un moment, il fallait faire avancer les choses. Ça veut dire quoi, faire avancer les choses? Passer du stade où on couche juste ensemble à quelque chose de plus constructif. Ben lui, il en a envie. Ouais. Et pourquoi vous bloquez autant, vous? Parce que je me sens pas prête à m'engager totalement. Il s'agit pas de... Vous avez quel âge? Je vais avoir 19 ans. Bah, il ne s'agit pas de s'engager totalement non plus. Et se mettre en couple, c'est quand même fermer d'autres... Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple. Vous pouvez aussi laisser évoluer la relation. C'est pas passer du stade de sex friend à passer du stade à être en couple, à vivre ensemble. Vous pouvez imaginer d'autres... Mais est-ce que vous avez remarqué, Frédéric, que les jeunes d'aujourd'hui, de cet âge-là, d'abord ont une peur panique de l'amour et des sentiments. Et pour eux, la notion de se mettre en couple, c'est un engagement incroyable. Oui, quoi. C'est ça. Mais c'est aussi parce que c'est la génération des enfants de divorcés et qu'il y a inconsciemment l'idée que je vais réussir là où mes parents ont échoué et que donc prendre un engagement, c'est avec ce background-là et de se dire on va y arriver, nous. On va y arriver, ou alors au contraire, ça ne veut rien dire une vie de couple, puisque de toute façon, ça se termine mal. Aussi, les deux. Aussi, c'est un peu ça, je crois, plutôt. Mais je pense que vous avez plus peur de souffrir, en fait. Oui. Vos parents sont séparés? Vous aviez quel âge quand ils sont séparés? Oula, ça remonte, je devais avoir 9 ans. Vous en avez beaucoup souffert? Non. Non, non. Apparemment, en apparence. C'est ça. Non, j'en ai pas souffert parce que c'était leurs affaires et que ça ne me regardait pas. Donc là, vous avez eu une déclaration il y a peu de temps, ils vous demandent plus et vous êtes terrorisé. Exactement. Alors, vous voulez des conseils de Frédéric? Ah ben oui. Alors, Frédéric, vous lui dites quoi? Je lui dis, laissez vivre la relation et n'ayez pas peur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous engager pour la vie avec lui. Vous pouvez faire d'autres choses, pas seulement du sexe, et puis petit à petit, voir si vous avez du plaisir à être avec lui pour partager d'autres activités et pas que du sexe. Et puis, voyez comment la relation se développe. C'est comme ça qu'on construit une relation. C'est pas on fait du sexe et après on s'engage. Il y a plein d'étapes. Il faut créer... de l'intimité, de la complicité entre vous. Et c'est comme ça que la relation... C'est comme ça qu'on peut décider de s'engager avec quelqu'un ou pas. Parce que sinon, effectivement, ça fait peur, votre manière de vous engager. C'est-à-dire, je me jette à l'eau sans savoir ce que je vais vivre. Ouais, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire que vous avez vraiment beaucoup de chance. Vous avez trouvé un partenaire avec lequel vous entendez bien. Vous avez des rapports sexuels 3 fois par semaine avec lui. Il a envie de passer plus de temps avec vous, de construire un peu. Franchement, c'est plutôt sympa, non ? Si vous ne le trouvez pas désagréable et détestable. Non, si je le trouvais désagréable et détestable, je ne coucherais pas avec. Et ben alors? Et alors Ça, c'est quand même suffisamment difficile pour trouver un partenaire qui nous plaît. On a la chance d'en avoir un quand même, non? Oui. Bon, vous allez écouter les histoires des autres. On va voir le témoignage de Pascaline. Bonjour, Pascaline. Alors, pour quelle raison vous avez choisi, Pascaline, de témoigner de manière anonyme aujourd'hui? Alors, j'ai choisi de témoigner de manière anonyme parce que mon environnement familial n'est pas du tout au courant de ma vie sexuelle libérée. De votre vie sexuelle? Libérée. Libérée? Oui. Bon. Vous avez toujours été à l'aise avec votre sexualité? Oui, toujours. Dès l'âge de 20 ans, vous nous avez confié que vous aviez tenté des expériences. Oui. Quel genre d'expérience? Comment dire? Je me suis mis en couple avec quelqu'un pour connaître et puis expérimenter les clubs libertins. Tout ce qui est échangisme. Et ça vous a plu? Oui. Vous aviez ça en vous? Ça faisait partie de vos fantasmes? Oui, toujours. Ça m'a toujours... Depuis toujours, c'est-à-dire depuis quel âge? J'ai fait ma première fois très tôt et depuis l'âge de 16-18 ans, j'ai pensé. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce genre de pratique?
C'est les gens autour, pas de jugement. On peut être vraiment libéré dans la sexualité, on va dire. Un partage, pas de jugement. Voilà, pas de jugement. Il n'y a pas des choses qui vous ont gêné? Pas du tout. Pas de jalousie? Non. On était vraiment en couple pour expérimenter cette chose-là, donc on n'a pas pensé à plus aux sentiments ou à la jalousie. Pas du tout. Alors, quelques années plus tard, vous avez fait la rencontre de Franck. Oui. Dans quel contexte avez-vous fait sa connaissance? Dans le contexte du travail. En fait, j'ai connu son associé, qui m'a donc présenté son collègue. Et voilà. Et alors, il travaillait dans quel domaine, ce monsieur? Dans la même activité que ces messieurs-dames. D'accord. Ça vous a émoustillé? Oui. Quelle était la nature de votre relation au départ? Patron, salarié. Vraiment que ça. Après, on a appris à se connaître. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour lui? Oui, j'ai travaillé pour lui. En fait, il avait 2 boutiques et on travaillait dans... Moi, je travaillais dans une et lui dans l'autre. Et à un moment, on a dû travailler ensemble. D'accord. Donc, vous aviez au début une relation amicale. C'est ça. Et puis, un mois après votre rencontre, la situation a évolué entre vous. Comment ça a évolué? À quel moment êtes-vous passé d'amis à amants? Un soir, j'ai été chez lui pour un apéritif entre amis, parce qu'on a les mêmes connaissances. Et ce soir-là, j'ai eu les résultats de mon diplôme que je passais pendant mon travail. Et ce soir-là, on avait beaucoup bu. Nos amis sont partis et on peut dire il m'a sauté dessus. Voilà, c'était vraiment physique, c'était... ouais. Et c'est la première relation sexuelle qu'on a eue. Agréable. Agréable. Bon. Et puis, votre relation a pris une tournure sexuelle, donc, après cette soirée? C'est-à-dire? On s'est revus presque tous les jours après, donc en dehors du boulot. Et ça a été purement sexuel, physique. On se revoyait très souvent, ouais. Ça a changé de ce que vous aviez connu jusque-là? Parce que vous aviez eu déjà beaucoup de partenaires sexuels différents. Oui. Qu'est-ce qui changeait là? On avait beaucoup plus de feeling, on peut dire. On se comprenait par rapport à nos fantasmes, à ce qu'on ressentait dans le besoin, nos recherches sexuelles. Et donc, ça nous permettait d'être plus en fusion, on va dire. Est-ce qu'avec lui aussi, vous avez partagé ce goût pour le libertinage? Oui, on a tenté l'expérience ensemble, au bout de... Enfin, pas très longtemps après. Et ça nous a beaucoup plu et on y retourne assez souvent. C'est l'atmosphère, l'environnement qui nous plaît, la libération, on peut tout oser. Et on peut réaliser tous nos fantasmes. Il n'y a pas un moment où justement, on sent que ça peut déraper, aller plus loin, on sent peut-être qu'on perd la maîtrise de tout ça? Vous vous êtes jamais posé ce genre de questions? On s'est mis des limites, quand même. On reste fidèle à ce qu'on a décidé ensemble. Malgré tout, on repousse un peu, on pousse nos fantasmes, on essaye toujours d'évoluer, mais on respecte quand même des limites. Quel fantasme avez-vous décidé de mettre en pratique tous les deux? On a décidé d'aller en vacances au Cap d'Agde. C'est une ville dédiée aux libertins, on peut dire, entre guillemets. Et pouvoir du coup découvrir d'autres personnes comme nous et réaliser d'autres fantasmes. Et ça, en général, c'est des décisions que vous prenez à deux? Oui, toujours. On se concerte toujours. Il n'y a pas de sentiment entre vous?
Parce que tout ce que vous partagez, il y a un plaisir sexuel, mais il y a beaucoup de complicité quand même. Et cette complicité, c'est quand même... On a créé une complicité et je me mettais des barrières. Et lui aussi, je pense, parce qu'on a une différence d'âge. Et comment on se met des barrières? Tiens, donnez un conseil à votre pas voisine. Penser plus loin que le sexe, en fait. Pas avoir l'envie, comme elle disait, de sortir au cinéma, sortir du contexte, on va dire, entre guillemets, de l'oreiller, quoi. Vraiment penser au sexe et pas plus loin. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric, de ces couples? On sent quand même ce genre de couple qui pratique le libertinage. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, en général, ce sont des couples très, très unis et très complices. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend aussi s'il y a justement une vraie envie de part et d'autre. Souvent, moi, ce que j'observe plus, c'est que c'est la conjointe qui suit le conjoint. Ici, ce n'est pas du tout le cas de Pascaline. C'est vraiment un désir partagé, une volonté d'expérimenter ensemble. Après, effectivement, les couples qui partagent ce besoin d'être nourris beaucoup dans la sexualité et d'expérimenter, ces couples sont plus fragiles quand il y a une baisse de libido parce qu'ils n'ont expérimenté qu'une facette de la relation et donc ça la fragilise quand ils sont confrontés à autre chose, qu'ils ont à vivre d'autres choses. Mais effectivement, des couples qui se choisissent pour ça peuvent être très solides parce qu'ils ont à cœur d'y mettre beaucoup de créativité, d'explorer des choses. Alors après, le risque, ça peut être la surenchère. On peut avoir l'impression que c'est dangereux pour un couple. Ça peut. Ça peut parce que la surenchère, quand on introduit d'autres partenaires dans la relation, on prend le risque que la relation soit fragilisée aussi. Donc effectivement, c'est quelque chose, je dirais, qui peut être à double tranchant. Parce qu'effectivement, plus on multiplie les partenaires, plus il y a de risques que le couple soit fragilisé à un moment donné. Parce que le cadre qu'on met, il arrive qu'on ne puisse pas le respecter. Et qu'il y en ait un qui, voilà... c'est quand même jouer avec oui. Flirter avec mais je pense le danger. Que ça fait aussi partie du jeu. De l'excitation, du plaisir, certainement. Vous nous direz tout à l'heure quelle décision étonnante vous avez prise en rentrant de ces vacances au Cap d'Agde. Et puis nous découvrirons le témoignage de Josiane. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez témoigner sur notre plateau. Vous êtes allé à l'encontre de l'avis de vos parents et aujourd'hui, vous ne regrettez pas votre choix. Vos parents n'aimaient pas votre conjoint, mais vous ne les avez pas écoutés. Avec le temps, ils ont fini par accepter votre histoire. Même si vos parents n'y croyaient pas, vous êtes allé au bout de votre passion et en avez fait votre métier. Vos parents ne vous ont jamais soutenu dans votre choix. Lassés de leurs reproches, vous avez coupé les ponts avec eux. Vous étiez déterminé à réussir là où vos parents pensaient que vous alliez échouer et aujourd'hui, vous avez réussi à gagner leur fierté. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur notre site, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'Histoire continue, nos invités nous feront partager un grand moment. Regarde ma fille. Bah, c'est belle. Un mariage pour Magali et Sylvain. Et les 105 ans de Violette, la doyenne des invités de Toute une histoire.
du premier volet de notre semaine spéciale dédiée à l'intimité au sein du couple. Aujourd'hui, nous nous demandons si une relation peut être purement physique. C'est ce que pensaient nos invités jusqu'au jour où elles ont réalisé qu'en plus du désir charnel, leur cœur commençait à battre. Alors, comment ont-elles géré la naissance de ces sentiments? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous expliquer dans la deuxième partie de notre émission, les élans du corps, mais aussi du cœur. Bonjour, Josiane. Alors, vous avez commencé donc une relation purement physique. Vous étiez divorcée depuis une vingtaine d'années quand vous avez fait la rencontre de cet homme. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Son physique, sa gentillesse, sa galanterie, il était beaucoup tactile. Voilà. Donc vous êtes rapidement devenus intimes tous les deux? Oui, assez rapidement. Vous étiez dans quel état d'esprit au début de votre relation? Je pensais que c'était une relation qui n'allait pas durer. Voilà, parce que j'étais partie là-dessus. Je ne voulais pas non plus m'engager. Pourquoi? Parce que j'étais sortie d'une relation assez mouvementée, difficile. Et donc, je voulais pas. J'avais peur de m'engager, voilà. Donc, vous avez instauré des règles. Quel genre de règles? De ne pas se prendre la tête tous les deux et de laisser venir les choses voilà, naturellement. Mais de son côté à lui, c'est beaucoup plus sexuel que... Voilà, moi aussi, c'est sexuel, mais bon, disons qu'il y a eu ces sentiments qui se sont mis au milieu. Donc, vous étiez tous les deux d'accord au départ, hein? Oui, on était sexuelle, pure et dure. Voilà. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui changeait donc d'une histoire dite classique? La routine, comme tout le monde. J'avais pas envie que ce soit la routine. Voilà, j'avais pas envie de ça. Et pas m'installer dans une histoire de couple. Donc là, vous aviez des rapports tous les combien à peu près? On se voyait tous les week-ends, parce qu'il travaillait beaucoup, moi aussi. Et voilà, donc c'était très bien. Et puis c'est toujours très bien, quoi. Alors donc, vous êtes devenus ce qu'on appelle des sex friends. Oui. Cette absence d'engagement vous convenait jusqu'au jour où justement, tiens, Constance, écoutez bien, justement votre partenaire ne vous a plus donné de nouvelles. Oui. Donc il a créé un manque. Un manque, voilà. Est-ce qu'il vous a donné des explications sur son silence? Oh non, pas tellement, il m'a pas donné. Au bout d'un mois, il m'a rappelé comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? J'étais surprise parce que bon... Vous lui avez fait des reproches? Non, pas de reproches. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi au bout d'un mois, tu reviens comme ça? Bon, il ne m'a pas donné d'explication, je n'ai pas cherché, et puis notre relation est repartie. Pendant un mois, vous n'avez pas cherché à le joindre? Non. Non. Est-ce que pendant ce mois-là, vous vous êtes posé plein de questions? questions? Oui, bien sûr. Vous pensiez souvent à lui? Ah oui. Il vous manquait? Voilà, il me manquait. Donc vous avez réalisé que vous aviez peut-être des sentiments? Voilà. Bon. Et alors, ça vous a posé un problème? Un problème de ma part, oui. Puisque vous lui en avez parlé? Oui, on en a parlé. Enfin, Comment vous lui avez dit? Je lui ai dit que moi, j'avais des sentiments pour lui, que je l'aimais. Et que vous vous en étiez rendu compte comme ça, pendant le manque? Non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. Non. C'est après, quelques mois après, quoi, que j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a pas répondu. Rien du tout? Non. Il m'a dit que c'était, pour lui... je l'aimais parce qu'on s'entendait bien sexuellement, voilà, parce qu'on était bien... Est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses avec lui, en dehors du sexe? Oui, mais on fait beaucoup de choses ensemble, on sort. Vous sortez où? On sort, on fait de la moto, on va au resto, on va danser. Ah oui, donc vous pouvez dire que vous avez une vraie relation, oui, alors. Oui, Vous n'êtes pas que des sex friends? Non. Oui. Est-ce que vous l'avez présenté à votre entourage? Non. À personne? À personne. Vous avez des amis en commun? Non. Donc c'est là où vous mettez des barrières, en fait? Oui. Aujourd'hui, vous aimeriez plus? Oui, moi j'aimerais plus, mais bon, je vois que lui, il s'est installé dans cette relation et qu'il n'a pas envie d'aller plus loin, quoi. Alors, vous êtes reparti dans la relation, même s'il vous a laissé un mois dans le silence le plus total, sans donner d'explication. Vous en êtes où aujourd'hui?
toujours pareil, on se voit toujours autant. Et puis, voilà, c'est très bien. Moi, ça me convient, quoi, voilà, parce que... Vous souffrez pas du tout? Ben, j'en ai souffert. Et puis, un beau jour, je me suis dit, bon, écoute, ou tu acceptes comme ça, ou alors tu mets un terme à cette relation. Comme je n'ai pas envie de mettre un terme à cette relation. Est-ce que vous avez une idée du genre de vie qu'il mène en dehors de vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, j'ai appris. J'ai appris parce que... J'ai appris par quelqu'un que je connaissais qui voyait une autre personne. Et je lui en ai parlé. Je lui ai mis les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. J'ai bien fait comprendre que je savais et que... Vous étiez jalouse? Non, c'était pas de la jalousie, mais bon, un peu... De la jalousie quand même. Oui, un petit peu, mais bon, pas... Mais j'ai accepté... Je lui ai dit, en pleine figure, et puis il s'est trouvé tout idiot et il n'a rien dit. Il est parti. Vous imaginez ça, si vous apprenez que votre sex-friend a une autre compagne? Qu'est-ce que vous faites? Et je les tue les deux. D'accord. Je suis radicale. Ok, d'accord. Mais elle n'a pas du tout de sentiments. Hein. Oui, c'est ça. Mais non, c'est une histoire de fierté. Ouais. D'accord. Moi aussi, je suis très fière, mais je crois que la fierté, quand on a des sentiments, on le met de côté. J'aurais jamais cru, ben voilà, je la mets de côté. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est possible de bien s'entendre avec quelqu'un, d'avoir une relation sexuelle suivie de manière aussi récurrente, aussi régulière, et de ne pas finir par avoir de sentiments? Moi, ça me paraît tout à fait impossible. Quand on est bien avec quelqu'un et qu'on s'entend bien avec quelqu'un, vous êtes d'accord? Voilà, moi, je... Ou alors, on ne le voit pas aussi souvent. C'est impossible. Voilà. Vous êtes d'accord, Frédéric? Il y a forcément un moment pour moi, c'est impossible. Quelqu'un qu'on voit 3 fois par semaine, avec qui on fait plein de trucs quand même, parce qu'ils font tous plein de choses. Après, il faut aussi entendre ce que dit cet homme. C'est-à-dire que, visiblement, il n'est pas non plus investi uniquement dans la relation à Josiane. Donc ça, il faut en tenir compte. Effectivement, surtout pour les femmes, le fait d'investir comme ça une relation, il y a des sentiments qui naissent. Et le risque, là, c'est qu'il y a un décalage entre vous dans vos attentes. J'ai l'impression qu'elle est en train de souffrir quand même. Oui. Et contrairement à ce que vous dites, vous l'avez accepté, mais je pense que ça vous fait souffrir. Et le risque avec le temps, c'est que cette situation vous fasse de plus en plus souffrir. Donc vous lui conseilleriez quoi? Vous lui avez parlé de vos sentiments? Oui, il les connaît, puisque je lui ai dit. Moi, je vous conseillerais de fuir très rapidement. De fuir. Très rapidement. Parce que vous allez souffrir. Un autre. Vous allez souffrir forcément. Et puis à un moment donné, ça va rejaillir sur vous. Il va s'installer un sentiment de dévalorisation et de perte d'estime de vous-même. Parce que c'est pas lui qui va vous dévaloriser, mais c'est la situation qui va générer ça. Le fait que vous acceptiez quelque chose qui ne vous convient pas vraiment et que vous aimeriez plus, parce que malgré tout, vous dites « j'ai accepté de ne pas avoir d'attente », mais je ne suis pas convaincue que ce soit possible quand on a des sentiments. Constance. Moi, je pense qu'elle doit avoir des sentiments. Mais bien sûr. Non, parce que sinon, c'est trop... Je sais pas. Non. Mais sinon, vous ne diriez pas que c'est compliqué. Ce serait très simple dans votre esprit, si vous n'aviez pas de sentiments. C'est compliqué parce que oui, je couche avec, mais de l'autre côté, je commence à tenir à lui. Ben oui. Et j'en ai pas envie. Qu'est-ce que tenir à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des sentiments pour lui. Ben oui. Ça veut dire... C'est ça, quoi, tenir à quelqu'un, en général. Non? Je sais pas. Question d'interprétation, je pense. Moi, non. Est-ce qu'il a des attentions pour vous, ce garçon? Au départ, il en avait pas, mais maintenant, oui. Quel genre? Des sorties au restaurant. Les soirs où on couche ensemble, là, d'habitude, on rentrait directement dans le vif du sujet. Et maintenant, il prépare des petites soirées avec des huiles de massage, des bougies. Et après? Comment ça? Vous dormez ensemble? Ben oui, sinon je ne vais pas rentrer tous les soirs chez moi. Chaque fois, c'est long. Et quand vous dormez ensemble, c'est tendre entre vous? Non, on a chacun notre côté du lit.
Enfin, j'ai l'impression, vous nous dites que vous avez l'air effrayé par la lassitude, par la routine, mais vous êtes déjà installé dans une sacrée, dans de sacrées habitudes de vie. Vous dites que vous voyez 3 fois par semaine. Ça dépend des semaines aussi, ça dépend des choses qu'on a à faire, et ça dépend. Mais il y a des semaines où on ne va pas se voir du tout et ça ne va pas me manquer. Et d'autres semaines où on va se voir beaucoup plus et au bout d'un moment, j'en aurai ma claque. C'est toujours vous qui décidez si vous voyez ou non, si vous voyez pas? Non, c'est chacun notre tour. C'est selon notre disponibilité. Jamais... Et si on a envie ou pas aussi. Jamais il ne vous manque? Quand j'ai envie. De sexe, si. Sinon, non. Qu'est-ce qui vous... en préparant l'émission, vous nous avez confié que vous vous trouviez lâche. Ouais. Lâche, pourquoi? Parce que je me rends compte que je tiens à lui et que les choses, elles pourraient évoluer et ça me fait peur. Et la question, c'est ça. Qu'est-ce qui est si dangereux dans éprouver des sentiments pour quelqu'un? En quoi c'est si apeurant? J'ai peur de souffrir par la suite et voilà. J'en ai pas envie. Ouais, mais vous croyez qu'on peut passer sa vie à fuir la souffrance? On est toujours attrapé par la souffrance, donc le mieux, l'amour, c'est de... prendre ce risque-là aussi, ouais. mais c'est comme ça qu'on se sent vivant aussi, en aimant. Je pense que vous êtes très jeune et que là, voilà, vous découvrez ce que ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi très bien. Et prendre le risque de souffrir, c'est aussi prendre le risque d'être vivant. On ne peut pas passer toute sa vie à refouler ses sentiments. Vous le découvrirez avec le temps. Et encore une fois, je vous répète que vous avez de la chance. J'en ai conscience. Voilà. Donc, essayez juste de raisonner comme ça, en vous disant, il y a peut-être des gens qui ne trouvent pas l'amour, qui passent à côté toute leur vie, qui sont seuls, qui souffrent de leur solitude. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec lequel vous entendez bien et pour lequel vous éprouvez peut-être des sentiments. C'est merveilleux. Sûrement. C'est une autre manière de voir les choses, mais c'est pas idiot, hein, je vous jure. Je sais. Bon, réfléchissez. Pascaline, après avoir été donc la confidente de Franck, pendant un temps, votre relation est devenue intime. Et donc, vous avez trouvé en lui un partenaire idéal pour assouvir plein de fantasmes, notamment des envies de libertinage, sans que pour autant des sentiments amoureux ne s'immiscent dans votre histoire. Quelle décision avez-vous prise 2 mois après le début de votre histoire, quand vous êtes rentrée des fameuses vacances dont vous nous parliez tout à l'heure, au Cap d'Agde? J'ai emménagé chez lui. J'ai pris toutes mes affaires et j'habitais avec lui. Pourquoi? Pour pouvoir faire l'amour plus souvent. Et puis, parce que je commençais à ressentir le manque, besoin de le voir assez souvent. Donc vous avez réalisé que vous étiez tombée amoureuse de lui? Oui. À ce moment-là ou après? Je sentais que j'avais besoin de le voir souvent et que mes gestes étaient beaucoup plus tendres, je le regardais différemment. Donc voilà, on a pris cette décision. Et lui? Lui, il me l'a montré beaucoup plus tôt. Et malgré qu'on ait du mal à se le dire par c'est-à-dire qu'il vous a fait comprendre qu'il tenait à vous? Oui. Et que ça allait au-delà du plaisir sexuel? C'est ça. Il a pris les choses en main puisqu'il a voulu, lui, officialiser votre relation? Oui. Comment il s'y est pris? Un soir, il a invité des amis à manger. Et puis, à un moment, il y a une amie qui nous a posé la question si on était ensemble. Et il a dit que oui, on était officiellement ensemble. C'était des amis libertins? Oui. Mais il ne savait pas que vous étiez ensemble? Il se doutait de quelque chose, parce qu'on était souvent ensemble. Puis on parlait beaucoup de sexe à 2. On a du mal à comprendre quand même. C'est-à-dire que dans vos pratiques libertines, à partir du moment où vous êtes en couple, ça se voit, non, dans la manière de pratiquer? Ou pas? On était plus partenaires de jeu avant. Vous voyez la différence? Non. Je ne vois pas la différence. Bon, vous voyez la différence, vous, Frédéric? Comment? Voilà, après, partenaires de jeu, on s'accompagne dans les lieux libertins. D'accord. Mais on ne joue pas forcément ensemble.
D'accord. Alors que quand on est un couple, on assiste forcément, il y en a un des deux qui maîtrise la situation. Voilà, c'est ça, et on fait les choses ensemble. Parce que j'imagine que ça ne se pratique pas de la même manière. Non. Selon qu'on est en couple ou pas. Oui ou non? Oui, on se sépare beaucoup plus si on n'est pas en couple. On fait chacun ce qu'on veut. Et quand on est en couple, par contre, on fait les choses ensemble. C'est nos limites à nous. Est-ce qu'à partir du moment où vous êtes en couple et que vous êtes donc avoué vos sentiments, est-ce que là, la jalousie peut entrer en jeu? Oui. Oui, malheureusement, oui. On essaie de la mettre de côté, quelquefois. Alors, cela fait aujourd'hui un peu plus d'1 an que vous êtes un vrai couple. Vous êtes très amoureux. Franck a d'ailleurs tenu à vous accompagner aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Sophie. Alors vous avez préféré rester dans une loge de France Télévisions. Oui. Pour quelle raison donc? Par rapport à la famille de Pascaline. Ouais. Oui, parce que je suis plus âgé qu'elle et dans sa famille, peut-être qu'ils auraient du mal à comprendre. Vous avez combien d'années de plus qu'elle? J'ai 20 ans de plus qu'elle. Bon. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'entre vous, il y avait plus que de l'attraction sexuelle? En fait, assez rapidement, on est partis en vacances ensemble et un soir, elle s'est isolée, elle a passé la nuit avec un autre garçon et j'ai ressenti, oui, ce qu'à l'époque j'avais du mal à appeler jalousie, mais qui était effectivement de la jalousie. Et là, vous vous êtes dit... Là, je me suis dit, ça y est, c'est cuit. Ça vous était déjà arrivé d'avoir des relations... Non, au contraire, l'inverse, de n'avoir des relations que purement sexuelles sur la durée? Non. Non. Purement sexuel, non. Ouais. J'ai eu des sex friends, mais sur des temps très courts. Ouais. C'est quoi un temps très court? Quelques semaines. Ouais, c'est ça. Après, forcément, il y en a forcément, il y en a un des deux qui a plus d'attente que l'autre. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Donc à ce moment-là, vous mettiez un terme à la relation? Moi ou l'autre personne. Oui. Est-ce que vous diriez que votre vie intime a changé depuis que vos sentiments ont évolué? Oui. Enfin, surtout, notre sexualité a évolué. Au départ, c'était physique, bestial, un peu sauvage. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus tendre. On a des gestes amoureux. On s'embrasse, on se câline, chose qui au départ se passait pas. Je regarde Constance qui prend un air absolument effrayé à l'idée de cette tendresse. Oui, c'est bon aussi. C'est meilleur entre nous, non? C'est meilleur quand c'est là, effectivement. À quel point la sexualité est-elle aujourd'hui fondamentale dans votre couple? Fondamentale, comme pour beaucoup de gens, je suppose. À quel point c'est fondamental? Quand on ne pratique pas pendant un certain temps, pendant une journée, 2 jours, 3 jours, ça me rend, ça nous rend plus tendus. Moi, personnellement, je suis plus irritable. J'ai besoin de sexe, et puis j'ai besoin de sexe avec elle, et j'ai besoin de sexe tout court, et elle, pareil de son côté. Donc c'est plusieurs fois par jour? Oui, c'est plusieurs fois par jour. Le max sans sexe, c'est quoi? 2 jours? Oh non, c'est arrivé 3-4 jours des fois, mais après ça devient très compliqué. D'accord. Frédéric, est-ce qu'une histoire peut durer dans le temps lorsque la sexualité joue un rôle aussi essentiel? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, qu'est-ce qui fait durer un couple? C'est la capacité justement à gérer des états pulsionnels, des états différents. On a le droit de ne pas être disponible et c'est pas pour ça qu'on n'est pas investi dans la relation. Donc c'est comme si la relation, elle doit évoluer vers autre chose. Parce que cet état de tension sexuelle permanente, il est impossible de le maintenir sur la durée. Ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire que la relation doit évoluer vers autre chose, vers une communication qui ait une palette émotionnelle plus large.
Là, la palette émotionnelle, ça passe par le sexe essentiellement. Alors que la palette émotionnelle peut passer par la parole, elle peut passer par la tendresse, elle peut passer par une complicité qui se crée dans le partage d'activités, qui se crée dans le partage de valeurs communes. Donc c'est comme si la relation, elle doit passer à une autre vitesse pour être durable. Sinon, c'est un état de tension permanente qui est impossible à maintenir. Sandrine, vous nous disiez tout à l'heure que c'est grâce à une sexualité libérée et épanouie que votre couple fonctionne, à tel point que vous avez pris une décision étonnante pour préserver votre couple. C'est-à-dire de ne pas avoir d'enfants. Oui, on a décidé de ne pas avoir d'enfants ensemble, justement pour se réserver un moment vraiment qu'à nous, quoi. Et si un jour vous rencontriez des difficultés dans votre intimité? Je pense qu'on s'en parlerait. On ne laisserait pas... Il ne faudrait pas que ce problème reste qu'il prenne une trop grande importance dans notre vie. Je crois qu'on s'aiderait, puis on trouverait, on est assez créatifs, je pense, pour trouver plein de choses, pour du moins essayer de rallumer cette flamme, quoi. Du moins, on essayerait, je pense qu'on s'en parlerait, oui. Par contre, c'est vrai que, comme vous disiez, je pense que réellement, si on n'y arrivait pas, on ait tout essayé pour y arriver, et que malheureusement, ça n'y arrive pas, je pense qu'effectivement, ça serait la fin de notre histoire, oui, j'en suis convaincue, oui. C'est quand même très moderne et très nouveau. C'est vraiment le témoignage d'une femme d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense à nos mères ou à nos grands-mères qui peut-être ne s'autorisaient jamais à penser à elles. À penser à elles, à dire la sexualité, c'est quelque chose qui m'appartient. Parce qu'on pense toujours la sexualité par rapport au désir de l'autre, mais c'est aussi par rapport à son propre désir. Moi, souvent en thérapie, je vois des femmes, quand je leur dis « mais votre sexualité, comment vous la voyez ?» Elles ne savent pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les femmes commencent à s'approprier, leur plaisir, le désir, le fait d'exprimer des fantasmes. Tout ça, c'est effectivement nouveau et important parce que sinon, on est dans le désir de l'autre et c'est ce qui explique que parfois il y ait des tels décalages au niveau de la sexualité dans le couple. Parce que la sexualité, encore une fois, c'est quelque chose qui se parle. C'est compliqué d'en parler parce qu'il y a encore beaucoup de gêne ou beaucoup de tabous. Et puis c'est difficile de dire à l'autre, il y a des pratiques que je n'aime pas, parce qu'on a peur que si on ne passe pas par ces pratiques, on va perdre son conjoint. J'entends encore beaucoup ça. Ça, c'est une fausse croyance. C'est important de se respecter et de dire, voilà moi, ce que j'ai envie de vivre aussi. Et les femmes, aujourd'hui, parlent plus de leur désir avec mettre des mots. Vous devez, j'imagine, initier pas mal de discussions avec vos copines qui... Est-ce que vous avez gardé des copines qui vous connaissaient avant et qui vous voient aujourd'hui? Et elles disent quoi de vous? J'ai totalement changé, je ne suis plus du tout la même personne. Ça leur fait peur ou ça les motive? Non, ça les motive, je pense. Bon, on va rester sur cette conclusion. Merci à tous pour vos témoignages. Merci de vous être livrés avec autant, je dirais quand même, de courage. Ce n'est pas évident d'aborder ce genre de sujet à la télévision. Et puis, Josiane, on espère que très vite parviendrait à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre plateau. Merci Frédéric. Merci Sophie. Comme nous tous, vous vous demandez sans doute ce que deviennent nos invités une fois les projecteurs éteints. Eh bien, l'histoire continue est là pour répondre à cette question. Françoise et Magali sont aujourd'hui parmi nous pour nous donner de leurs nouvelles et nous montrer une nouvelle fois qu'un passage sur notre plateau marque le début d'une nouvelle histoire à laquelle elles nous font aujourd'hui le plaisir de nous associer. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être venues nous voir. Je vais d'abord commencer avec vous, Françoise. Je vous avais reçu le 3 avril 2012 dans une émission intitulée « Centenaire, mais quel est leur secret ?» Vous étiez alors accompagnée de votre mère, Violette, qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. D'abord, rassurez-nous sur sa santé. Elle va très bien. Bon, donc elle n'a pas pu venir, c'est pas pour un problème de santé? Ah non, non, pas du tout, mais elle n'est plus mobile comme elle l'était il y a 2 ans. Elle a quel âge aujourd'hui? 105. Combien? 105. Alors, en témoignant sur notre plateau, vous aviez rendu un vibrant hommage à votre mère, âgée donc à l'époque de 103 ans. Oui. À l'époque, donc, la vitalité et la joie de vivre de Violette en avait charmé plus d'un. Et après son passage dans l'émission, elle est même devenue la mascotte de votre village. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle impressionne beaucoup de gens par sa joie de vivre, par sa clarté d'esprit, par son non-jugement.
Elle est hallucinante de beauté quand même. À son âge, elle est incroyable. Ah oui. Oui, Alors, il y a quelques jours, rien que pour elle, les habitants de Mérargues ont préparé une bien belle surprise. Oui, comme chaque année. On regarde. Oui. J'ai pratiquement pas été élevée par ma mère, mais par la mère de mon père. Pendant de longues années, Françoise et sa mère Violette avaient eu des rapports compliqués, faits d'absence et de disputes à répétition. Quel genre de relation vous avez entretenu avec votre mère? Difficile, très difficile et très conflictuelle. On est toutes les deux très autoritaires. Oui. Alors il y avait des frictions pour savoir qui avait raison. Mais au fil du temps, mère et fille s'étaient finalement rapprochées. À 103 et 77 ans, elles étaient même devenues fusionnelles. Depuis 11 ans, vous avez décidé de rattraper le temps perdu et vous habitez carrément ensemble. Vous dites que c'est votre rayon de soleil? Ah oui, c'est ma petite reine. Ouais. Oui. Je trouve merveilleux, à mon âge, 77 ans, d'avoir la chance de pouvoir chouchouter ma mère. Je suis très, très heureuse qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit entourée d'amis, comme elle est entourée de toute sa famille, et puis surtout qu'elle ait toute sa tête. Balayant les conflits du passé, mère et fille souhaitaient profiter de chaque instant passé ensemble. Est-ce que vous évoquez l'idée du départ? Vous en parlez? Un jour. Un jour. Ouais. Avant, on a beaucoup de choses à partager. Le roseau, il plie, mais il ne casse pas. 2 ans plus tard, Françoise est toujours aux petits soins pour sa mère Violette. Et c'est avec sa fille, Delphi, qu'elle s'affaire aujourd'hui en cuisine. Allez, le gâteau est prêt. Voilà. On va préparer les assiettes. On va faire comment pour mettre 105 bougies? Il lui faudra un gâteau de 2 mètres de large pour mettre 105 bougies. On écrit 105 avec des bougies, ce sera mieux. Déjà ça. Et le 5, attends, je fais un beau 5. T'as fait un rond qui est un peu carré, là. Ouais. Ce sera... C'est une écriture moderne. Un gâteau pour fêter les 105 printemps de Violette. Et sa famille a du mal à réaliser combien les années ont passé. On ne s'attendait pas à être si souvent ensemble pour tous ces anniversaires. Ah, ça fait beaucoup d'anniversaires. Ah, 105. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est une situation idéale. Ma petite maman chérie. On est bien content d'être là. Ouais, c'est une belle journée pour fêter ça. Ah, ma chère mamie. Violette ne s'attendait pas à cette surprise. Elle est très émue. Anniversaire, joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chère mamie. Merci. Merci, mes enfants. Et la centenaire prend toujours autant de plaisir à souffler ses bougies. Allez, maman, souffle. Bravo. Ça m'émotionne un petit coup. Je ne pensais pas arriver à un âge aussi canonique. Mais enfin, puisque je suis là, je les garde. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de pouvoir être là pour ton anniversaire. Oh oui. Je te dis tous les jours, moi, que je suis contente d'être avec toi. 24 heures sur 24. Oh. Ouais. On a été beaucoup séparés. Et maintenant, ça me semble très bon. Si ces 3 générations de femmes sont très complices, Violette est aussi très entourée par ses amis. Coucou, on est là. C'est nous. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles n'auraient manqué cet événement sous aucun prétexte, tant Violette est importante à leurs yeux. On t'aime beaucoup, tu sais que tout le monde t'aime ici. Hein? T'es la mascotte de village ici à Mérargues. Et je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui tous mes amis réunis près de moi et que ça fait plaisir et chaud au cœur. Et ce que Violette ignore, c'est qu'à quelques mètres de là, une autre surprise l'attend.
Les seniors de la ville ont également tenu à fêter l'événement pour celle qui est devenue leur mascotte. Je suis là aujourd'hui, c'est pour fêter les 105 ans de Violette. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. On est de la vieille école, on est des durs à cuire. Au menu du jour, photos, félicitations et discours. Chère Violette, votre joie de vivre nous émeut, votre bonne humeur nous ravit, votre histoire nous émerveille. À vous voir, on a du mal à croire que vous avez 105 ans. Et pour montrer leur attachement à Violette, ses amis et voisins ont opté pour une chanson de circonstance. L'amour est un bouquet de violettes. C'est magnifique l'hommage que les gens lui rendent. Je suis pas facilement émotive, mais ça me touche profondément. Ça fait tellement plaisir à ma mère et à moi aussi, bien sûr. De fêter les 105 ans. Je suis tellement émue que je ne sais plus quoi vous dire. Encore un très, très grand merci pour votre amitié qui est sincère. Oui, merci à tous. Très joli. Ouais, c'est très émouvant. Ouais, moi, elle me fait très penser beau, à ma grand-mère. Très beau reportage. Est-ce que vous vous dites que peut-être qu'un jour vous serez à sa place et que votre fille vivra à vos côtés? On Vous y espère, pensez? moi j'espère, oui. Vous aimeriez partager oui. ça? Oui. Pour le moment, Oui. vous habitez loin de votre mère? J'habite loin, les années passent, c'est de plus en plus dur. Ouais. De C'est quoi, vrai d'habiter que- loin? D'habiter loin, de Vous habitez la où? distance. J'habite à Cadiz, en Espagne. Pas mal. C'est pas très loin, mais c'est loin quand même. Ça et... doit être sympathique d'habiter là-bas. Oui, ça a des avantages. Ouais. Mais chaque année qui passe, c'est plus difficile d'avoir de la distance avec sa famille, c'est vrai. Et je m'en rends compte maintenant. Votre mère a longtemps été loin de la sienne. Oui. Hein? L'histoire se répète. Oui. Comment vous la regardez? Avec quel regard vous... J'ai une admiration pour ma mère, pour sa façon dont elle s'occupe de la sienne. Ça me donne un exemple. Un exemple. Je ne trouvais plus le mot. Je suis très émue. Ça me donne vraiment un exemple. J'ai toujours pensé que je m'occuperais un jour de ma maman, et là, je ne peux pas rêver d'avoir un meilleur exemple. Vous êtes fille unique? Oui. Là, vous reproduisez les schémas là, dans votre Oui. famille. Oui. Hein. C'est Oui. de filles uniques. Voilà. Et puis surtout que les choses peuvent toujours aller mieux. Qu'est-ce qui reste votre meilleur souvenir, Françoise, de vos 2 passages dans notre émission? Il y a eu des très bons moments dans les reportages, mais quand vous êtes venu la première fois chez nous, tout à coup, ma mère a dit qu'elle m'aimait. Ouf, j'ai encore des frissons dans le dos quand j'en parle, parce que pour une personne de cette génération, dire « je t'aime », c'est vraiment extraordinaire de changement. Ouais. Parce qu'on ne parlait pas de sentiments. On faisait des reproches, on donnait des conseils, des ordres, mais on ne disait pas « je t'aime ». Et ça m'a touchée qu'elle ait cette audace de le dire. Ça va, Magali, vous tenez le coup, elle n'arrête pas de pleurer. C'est difficile, non, mais c'est vrai que... Enfin, nous, avec ma maman, on l'embête toujours en lui disant si tu nous embêtes, on va te mettre à la maison de retraite. Mais c'est vraiment pour l'embêter. On est méchants. Mais c'est vrai que franchement, vrai, pour moi, les maisons de retraite, c'est vraiment non. Et je trouve que ça a vraiment une très, très belle histoire. Et moi, maintenant, je me suis rapprochée de ma maman aussi, alors que adolescente, c'était compliqué. Oui. Et on habite à 200 mètres l'une de l'autre. Et c'est vrai que je ne pourrais pas la laisser partir quelque part. Et s'il fallait, un jour, je pense que je la prendrais avec moi. Oui, sans hésitation, avec les tout ce qu'elle a parents, fait. Le père aussi. Hein. Le père et la mère. Moi, j'admire beaucoup ces civilisations
où les vieux restent à la maison. Et moi, j'ai connu, de mes 4 arrière-grand-mères, j'en ai connu 3. Et j'ai des souvenirs merveilleux de mes arrière-grand-mères et grands-pères. Mais vous avez des gènes hallucinants dans cette famille. C'est quand même, vous avez 80 ans, vous, aujourd'hui. Oui, bientôt. Vous en faites 65. Et vous, je peux vous demander votre âge? 43. Je viens de les fêter aussi en février, comme ma grand-mère, mais j'espère que c'est dans les gènes. En tout cas, j'ai une bonne santé, ça va. Alors, qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur le passé de votre grand-mère? Je ne connaissais pas du tout l'histoire qu'elle avait vécue lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je savais qu'elle avait risqué sa vie pour protéger des prisonniers, mais ce que je ne savais pas, c'est que quand elle a raconté qu'après, elle a été terriblement choquée de savoir qu'ils avaient été les prisonniers qu'elle avait gardés chez elle. Et pour elle, c'était quand même un risque de vie ou de mort s'ils étaient découverts. Qu'une fois ces prisonniers aidés par tous les Français, ils sont retournés en Russie, ils étaient tués en Russie en tant que traîtres. Et elle l'a raconté, et là je me suis rendu compte de la dureté de son expérience, quoi. Elle m'en avait jamais parlé comme ça. Je pense qu'une expérience aussi dure, des fois, aussi dure, et ça a été dur pour elle de le raconter. Pareil que les bons sentiments étaient difficiles de raconter. C'était quand même une femme très, très discrète. Discrète et pudique. Elle est toujours comme ça. Quel message aimeriez-vous lui transmettre? Que pour moi, c'est un exemple. Un exemple de vie, un exemple dans son attitude, dans son courage. Et puis, elle mérite maintenant d'être chez elle, d'être accompagner des siens, d'être heureuse, d'être bien. Donc je pense que le meilleur message que je peux lui dire à elle, c'est que je l'aime, ça c'est sûr, mais qu'elle est un sacré exemple pour moi. Allez, avouez-nous son secret de longévité. Oui, ça c'est... Elle commence et elle finit sa journée par un verre d'eau chaude. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis je crois que le soir, elle mange une pomme avant de se coucher, enfin à la fin du repas. Mais ça, j'ai toujours connu faisant ça. Et puis elle aime bien boire, elle aime bien manger, mais de temps en temps elle exagère, mais en général elle est très sobre. Et puis surtout, quand ça ne va pas, elle dit « maintenant on fait aller ». Et elle va toujours de l'avant. Par exemple, quand on regarde une émission, on parle d'un endroit, elle prend sa géographie et elle veut savoir où ça se trouve. Elle reste curieuse. Ah oui, ça c'est le secret aussi pour ne pas vieillir. Et elle s'intéresse à ses amis, de tout ce qui leur arrive dans la vie. Et puis souvent, elle fait des téléphones, mais elle demande plus de nouvelles qu'elle parle d'elle. Elle qui a 105 ans et qui a tout connu, évidemment, un siècle, c'est dingue. Qu'est-ce qui la surprend le plus dans le monde d'aujourd'hui? Une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit... Parce que moi, je l'appelle Mamé, c'est son petit nom entre elle et moi, et je lui ai dit, alors Mamé, quelle est l'invention la mieux? Et je me suis dit, c'est sûrement la télévision, c'est sûrement les voitures, les avions. Et elle m'a dit, la machine à laver. le linge ou la vaisselle? La machine à laver le linge. Mais je me souviens qu'elle continuait à le laver elle-même, le linge. Elle en faisait un point d'honneur. Oui, toujours. Le petit linge. Le petit linge, voilà, et encore maintenant, elle ne veut pas qu'on lave son petit linge à la machine. Non. Bon, bah vous l'embrassez pour nous? Ah oui. Je l'embrasse et voilà. Et je lui souhaite de vivre encore longtemps à vos côtés. Elle veut vraiment que vous saluez les équipes qui sont venues parce qu'elle les a beaucoup appréciées. Le monsieur qui se déplaçait toujours pour prendre le son, non, pour prendre la caméra, elle l'a appelé l'écureuil. D'accord. Et est-ce que vous faites programme de télévision commun, toutes les deux, ou vous avez chacune votre télé? Ah, moi, ma mère, on a chacune notre télé, bien sûr, mais le soir, on regarde la télé en commun, et moi, j'en profite chaque fois pour faire un petit somme. Ah bon? Oui, je reste à côté d'elle. C'est elle qui choisit le programme? Ah oui. Et puis, je profite de ce moment-là, parce qu'elle aime beaucoup regarder ses émissions.
Et comme ça, elle n'est pas toute seule. Mais elle se couche à quelle heure? Oh, elle se couche à 11h30 le soir. Oh bah ça va, Ouais. largement après moi. Ouais. Non, mais le matin, elle se lève à 9h quand même. Ah, d'accord. Ouais. Merci d'être Merci. revenu nous voir et embrassez-la pour nous. Oui. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Magali. Nous avions fait votre connaissance le 4 décembre 2013 dans une émission intitulée Coup de foudre au lycée. De qui étiez-vous venu nous parler? J'étais venue vous parler de Sylvain, mon mari aujourd'hui. Pourquoi vous aviez souhaité témoigner à l'époque? Parce qu'au départ, rien n'était fait pour que l'on soit ensemble. On était au lycée ensemble et tout nous opposait. Il était très, très calme. Moi, j'étais très, très rebelle, on va dire. Et voilà, rien n'était fait. Tout à l'heure, j'ai un peu pensé à son histoire en se fixant, c'est l'homme de notre vie. J'ai jamais pensé à ça avec Sylvain. On s'est laissé le temps de se découvrir et au fil des années, voilà, on en est là aujourd'hui avec un beau petit garçon et un mariage. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. Qu'est-ce qui vous a finalement séduite chez lui? Alors, au moment où on s'est mis ensemble, son calme. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de me temporiser moi et de prendre une maturité et un calme. Ça vous agace pas? Ah non, pas du tout, justement, ça m'apaise. Mais maintenant, c'est lui, en fait, on s'est un petit peu inversé. Moi, je suis très, très zen et maintenant, il est un petit peu moins zen. Alors, lors de votre premier passage sur notre plateau, vous en étiez où, tous les deux, dans votre vie de couple? Alors, Sylvain avait enfin décidé de me demander en mariage. Ça fait longtemps que vous l'attendiez? En fait, j'avais même désespéré. Pour moi, c'était fini. Enfin, pas notre histoire, mais le mariage. Et donc, oui, ça faisait au moins 1 an et demi. Et ça faisait à peu près 6 mois où j'y croyais plus. Donc voilà. Alors rappelez-vous, on s'était donné rendez-vous pour le jour J, pour ce mariage que vous attendiez avec impatience. Vous avez accepté que notre équipe vous suive tout au long de cette journée, une journée que vous n'êtes pas prête d'oublier. On va regarder notre reportage. L'émotion a pris le dessus et donc j'ai passé le feu d'artifice dans ses bras. C'est les yeux pleins d'étoiles que Magali était venue nous raconter son histoire d'amour avec Sylvain, rencontré au lycée. Une histoire qui n'avait pourtant pas très bien commencé. C'était pas du tout le genre de garçon qui m'attirait. J'avais Pourquoi? différentes... Il était très timide, très réservé. Moi, j'étais quelqu'un de un peu trop grande gueule, comme il disait, à son goût et pas très fréquentable. Donc vous ne lui plaisiez pas non plus, apparemment? Ah non, mais moi, il me détestait. Pourtant, à la fin de leurs études, encouragés par Nicolas, leur meilleur ami, un feu d'artifice avait servi de prétexte à leur premier baiser. Quand je vois un feu d'artifice, j'ai le cœur qui s'emballe. Je suis très, très émue quand je vois un feu d'artifice parce que pour moi, c'est le début de notre histoire. De cet amour était né un petit garçon, Mathéo. Et progressivement était né également un désir chez Magali, celui de se marier avec l'homme qu'elle aimait. Au moment du mariage de ma petite sœur, elle a fait le jeter du bouquet. Et je me suis battue, mais le bouquet était dépioté, mais je me suis battue, j'ai arraché le bouquet. Problème, Sylvain ne désirait pas se marier. Pendant des mois, elle avait tenté de le persuader, mais en vain, jusqu'au soir où... Je suis rentrée chez moi et donc il avait fait un grand chemin de pétales de cœur jusqu'à dans la chambre et mon fils était avec lui, il se cachait en fait. Et j'ai trouvé donc une boîte à bijoux et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quelques mois plus tard, c'est près de la chapelle Rabelais, en région parisienne, que nous retrouvons Magali, en plein préparatif. Aïe. Excuse-moi. C'est pas fini. Hein. Il faut souffrir pour essayer d'être belle. Non, pour être belle. Magali en a rêvé et c'est arrivé. Dans quelques heures, elle épousera Sylvain. Entourée de sa coiffeuse et de Véronique, sa petite sœur, la future mariée se montre très décontractée. Stressée? Non, pas stressée. Du coup, maintenant, c'est ton tour. Donc, à moi de gérer les animations. Exactement. À toi on de échange gérer... les rôles. À toi de gérer ton stress. Ah, mais moi, le stress, de te faire apprêter. Voilà, c'est surtout de prendre plaisir toute la journée
me faire chouchouter. Pour moi, c'est que de la détente ce matin, en fait. Donc, je me laisse même pas, je réfléchis, en fait. Je réfléchis à rien. Les choses, bon, je regarde même pas l'heure, je m'en fous. C'est pas moi qui gère aujourd'hui, c'est ma journée. Donc, du coup, je suis la princesse de la journée. Les deux sœurs sont très proches. Et si Magali semble sereine, pas facile pour Véronique de contenir son émotion. Bah, c'est sûr de voir sa sœur se marier, grande sœur ou petite sœur, c'est une belle étape dans une vie, quoi. Donc, c'est beau, partage tes beaux moments, quoi. C'est le début de la journée. C'est que le début de la journée. Donc, non mais c'est normal, hein, le jour de son mariage, j'ai fait que pleurer moi aussi. Hein, donc chacune son tour. Hier soir, le couple a décidé de dormir séparément pour que la surprise soit intacte. Mais contrairement à Magali, Sylvain a du mal à cacher sa nervosité. Comment tu te sens, Sylvain, là? Un petit peu stressé, hein. Il y a la petite boule au ventre qui commence à monter parce que ça va vite arriver, puis j'espère que ça va se dérouler comme on a prévu. Après, tu penses à rien d'autre qu'à ta future femme? Dans le déroulement de la journée, ça va aller après. Bon, voilà. De toute façon, maintenant, tout est casé, ça va glisser tout seul. Hein. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Et pendant ce temps... T'es belle, ma fille. Bah, je sais pas. Si, t'es belle, ma fille. Très bien. T'es bien dedans, là? T'es à l'aise? Oui, très bien. Alors, j'aurais jamais pu imaginer quelque chose d'aussi beau, aussi élégant, qui me rende aussi belle, parce que je me trouve très très belle, très fine. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que Sylvain me dise que je sois splendide. Quelques minutes plus tard, Magali retrouve enfin Sylvain, qui, très ému, la découvre pour la toute première fois en robe de mariée. Magnifique. Ah ouais. T'aimes. Toi aussi, c'est que mieux. Ça te plaît? C'est bon. Le couple, plus amoureux que jamais, se rend à la mairie, impatient de se dire oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Magali Abéguilé, ici présente? Oui. Madame Magali Abéguilé, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sylvain Tripet, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Leurs vœux échangés, nous retrouvons Nicolas, le meilleur ami du couple, à l'origine de leur rencontre. Heureux plus que quiconque de ce joli dénouement. Ça valait le coup, il y a 15 ans, de les avoir présentés, parce que pour moi, ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils cherchaient tous les deux l'amour parfait. Je pense qu'ils l'ont trouvé. Je suis fière d'être sa femme. Et celui qui pleure n'est pas celle qu'on croit. C'est Sylvain. Ah, plein d'émotions. À nouveau une petite larme. Ah ouais, je pensais pas que j'aurais été comme ça le jour J, mais... Et vous l'êtes encore aujourd'hui ému. Ah ouais, bah ouais, c'est normal. Ça fait pas longtemps, donc il y a encore ça revient. Quel souvenir gardez-vous de votre premier passage dans notre émission? Bah moi, le premier passage, j'ai pas voulu... c'était un choix de ne pas venir. C'est vrai que quand j'ai vu le reportage à la première émission, j'ai voulu venir pour partager le moment, quoi. Ouais. Magali, on va remonter quelques mois en arrière. De quelle façon Sylvain a-t-il fait sa demande en mariage? Vous nous l'aviez raconté, je me souviens, sur notre plateau, mais dites-le nous à nouveau. Alors en fait, un dimanche matin, alors que je m'y attendais plus du tout, j'avais vraiment lâché prise sur le mariage. Je suis partie, on a un petit potager, je suis partie faire la petite récolte hebdomadaire. Et en rentrant, j'ai cherché mes deux hommes, Sylvain et Mathéo, notre fils. Il n'y avait plus personne dans la maison, mais tout était grand ouvert. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en regardant par terre, je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin de pétales de cœur. Donc je l'ai suivi et je suis arrivée à l'étage dans la chambre. Et du coup, Mathéo et Sylvain sont sortis à ce moment-là de leur cachette.
Et donc, à la fin de ce petit chemin, il y avait donc une bague de demande de mariage qui m'attendait. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je ne m'y attendais plus du tout. J'avais vraiment... voilà, c'était pour moi un rêve qui était... voilà, enterré. Enterré complètement. Ça faisait longtemps que vous aviez gambergé ce scénario? Bah, le scénario, non, parce que c'est vrai que du coup, j'étais avec Mathéo, donc mon fils, a acheté les pétales de cœur. Et puis, du coup, on a fait ça tous les deux, et puis on s'est cachés. Il a vraiment rien dit quand Magali elle est rentrée. Puis quand on l'a entendu monter, puis je me disais qu'elle aurait été super heureuse, quoi. Puis ça n'a pas loupé. Et pourquoi vous ne l'aviez pas épousée jusque-là? Bah, moi, j'étais pas spécialement en mariage, j'étais plus pour un deuxième enfant. Et puis après, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, alors je me dis, bah, c'était le moment, quoi. Il y a un deuxième enfant au programme, alors, maintenant? Bah, on va essayer, oui, de faire tout pour. Bah, vous savez pas comment on s'y prend? Ah bah, si. Vous voulez des conseils? Vous vous adressez à nos invités ici présents, ils sont hyper bons pour ça. Non, mais si, on a pour projet d'avoir un deuxième enfant. Comme dit Mathéo, papa va mettre la petite graine. Donc il faut que la petite graine, après, elle pousse. Bon. Magali, vous aviez un message? Bah, moi, je souhaitais remercier tous nos prestataires, nos amis, nos témoins qui ont travaillé durement pour nous. Ils ont fait des super trucs pour notre jour J pendant... Et du coup, voilà, ils ont supporté tout le stress le jour J. Et moi, en tout cas, me concernant, j'étais très, très zen. Et c'est grâce à eux, parce que je savais très bien que je pouvais me décharger sur eux. Et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Et j'aurais vraiment pas espéré aussi bien. C'était vraiment au-delà de mes rêves. Oh, c'est joli. Bon, bah, je vais vous demander à tous les quatre, de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être revenus nous voir. Vous embrassez votre grand-mère pour nous, très fort. Merci à vous tous pour votre confiance. À bientôt pour d'autres histoires. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Touch your window, sing with our eyes closed, belt out the high notes, and we'll go down to the beach where the wind blows, and we'll throw off our old clothes, and we'll dance with our eyes closed, 'cause I see love. Moi, le 7e ciel, ça fait longtemps que je n'ai plus droit. On dit souvent que le plaisir féminin est une énigme. J'ai cherché, j'ai demandé, c'est là que j'aime les caresses, c'est comme ça que j'aime être caressée. Et pourtant, le plaisir reste un mystère que nous allons explorer avec nos invités et notre sexologue. Pour un certain nombre de femmes, la zone la plus sensible est la zone antéro-supérieure dite point G. En entrant en haut à droite. C'est ça. Isabelle n'a connu le plaisir qu'avec un seul homme. Qu'est-ce qu'il avait de différent, ce Callaghan? Je suis tombée dans les pommes comme à mon premier orgasme. J'ai perdu connaissance. Depuis, elle désespère de retrouver le chemin du plaisir. Je vous donne un exemple très précis. Depuis près de 20 ans, je tente de retrouver le vin que j'ai bu un soir dans un moment magique. Je ne l'ai jamais retrouvé. Puis j'ai demandé à l'œnologue, mais enfin j'ai essayé tous les vins. Il m'a dit, Pascal, ce vin-là, même si tu le retrouverais aujourd'hui, il n'aura pas la même saveur. Et c'est la même chose avec Callaghan. La saveur Callaghan, vous ne la retrouverez plus jamais. Mais le jour où vous êtes prête à lâcher prise par rapport à ça, eh bien, vous allez trouver d'autres plaisirs et d'autres orgasmes. Moi, j'ai la croyance qu'il y a toujours mieux. Quand une porte se ferme, je pense qu'on peut... Je cherche. En persévérant.